deux mots très vite. Très heureux de vous recevoir ce soir. Donc on va parler des pieds du sportif. Avec trois personnes, trois orateurs ce soir. Donc il y a Hervé Collado, médecin du sport, chef de service à la clinique Saint-Martin Sport, que certains d'entre vous connaissent. Olivier Lelu, qui est radiologue à la clinique Juge, que certains connaissent également. Et Léonore Border, qui est doctorante en biomécanique au laboratoire de biomécanique appliquée, que certains connaissent trop compliqué. Donc j'ai deux activités. J'ai une activité effectivement de chef de service d'un centre de rééducation, on pourra en parler après. Puis j'ai une activité libérale de médecin du sport. C'est dans ce cadre-là que je viens de parler de la prise en charge un peu d'actualité des aponevrosites, qui me semblait que c'était intéressant parce que c'est hyper fréquent chez nous et puis chez vous évidemment. Alors je vais aller assez rapidement notamment sur l'anatomie, puisqu'on va pas en parler, vous êtes beaucoup plus affûté que moi sur ça. Donc l'aponévrose, quels sont les types de lésions? Il faut faire vraiment la corrélation avec les tendinopathies. Vous allez voir qu'on va parler finalement de tendinopathie, d'aponévropathie, donc c'est à peu près la même chose, du moins c'est la même façon de les prendre en charge. Donc il y a des formes apparentées, les thalaggies chez les sportifs, donc on va voir un peu tout ça. Donc la polynévrose superficielle, je pensais d'avoir enlevé celle-là, c'est de l'anatomie pure, donc on ne va pas y revenir, vous êtes meilleur que moi. Celle-ci, elle est importante pour moi parce que ça va avoir une implication sur le traitement que je vais vous montrer tout à l'heure. C'est sur ce continuum entre le système suroaquilléo-plantaire, donc le triceps, et la polynévrose plantaire, et qui a débouché, vous allez voir, sur des choses, sur des prises en charge un peu novatrices. Donc les pathologies, alors il y a deux types, parce qu'on va appeler des aponévropathies. En gros, ce sont des lésions sportives dégénératives. C'est le tendon qui devient dégénératif, à différer des inflammations, c'est-à-dire des péritendinites, qu'on va appeler des aponévrosites. Donc l'aponévropathie traumatique, on va dire, des lésions traumatiques, et des aponévrosites qui sont plutôt des maladies inflammatoires. Donc la fréquence, elle est bien sûr beaucoup plus sur les aponévropathies mécaniques, on va dire, que sur les pathologies inflammatoires pures. Okay. Donc en fait, ça c'est du médical pur, de médecine du sport, ça c'est notre abécédaire de la stadification de la tendinopathie. C'est assez important quand on voit une tendinite, que ce soit un tendon d'Achille, un coude, et là en l'occurrence une aponévrose, il y a la classification de Blasina. La classification de Blasina, c'est en 4 stades, qui va du stade 1, c'est important, je vous détaille un petit peu, une douleur qui survient après l'effort. Donc vous imaginez, vous avez une thalaggie après avoir couru ou après avoir fait un foot. Diminué par le repos. Le stade 2, c'est une douleur sans activité sportive, c'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous avez mal, ça va un peu mieux après, globalement c'est souvent ça la polynévrose, il va un peu mieux en s'échauffant. Le stade 3A et 3B, peu importe, ce sont des douleurs qui imposent la diminution de l'activité sportive. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va vous dire le 3A, je cours, mais je m'arrête un peu ou je vais plus lentement parce que ça. Le 3B, c'est l'arrêt du sport. Ce sont des douleurs qui n'autorisent absolument pas l'activité sportive. Et puis le stade 4, et vous verrez que c'est en termes de prise en charge thérapeutique, c'est différent, c'est la rupture. Au même titre qu'on peut avoir une rupture du tendon d'Achille, une rupture du tendon patellaire, on va avoir des ruptures de la polynévrose plantaire et le traitement va être différent. Donc les aponévropathies, donc elles sont bien évidemment fréquentes. La localisation, elle est soit de thalaggie, soit plantaire moyenne. Les métatarsalgies, donc la polynévrose antérieure est beaucoup moins fréquente, mais existe bien évidemment. Les facteurs prédisposants, donc on ne va pas y revenir, le poids, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses communes pour vous. Je pensais vraiment les avoir enlevées, celles-ci. Donc les facteurs prédisposants, vous les connaissez, ce n'est pas le but de ma communication aujourd'hui, hein. Ça vous le savez tout, beaucoup mieux que moi. Néanmoins, nous, en tant que médecins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est justement d'aller tout de suite à la polynévropathie mécanique du sportif, etc. Il faut savoir qu'il peut y avoir des pathologies infectieuses, il peut y avoir des pathologies métaboliques, le diabète, et puis il peut y avoir, il ne faut pas passer à côté, des pathologies dites évolutives, donc des rhumatismes inflammatoires, voire des tumeurs osseuses. Et donc là, il faut quand même être un petit peu vigilant et ne pas penser que c'est uniquement de la fascite plantaire du sportif. Alors les signes cliniques sont assez simples, hein. Le signe fonctionnel, la classification de Blasina, en gros c'est un tendon, ça fait mal quand on le palpe, quand on l'étire et quand on le fait se contracter. Donc la palpation, bien évidemment, est importante, on va rechercher la douleur à la palpation, et puis on va étirer la polynévrose, pas n'importe comment, et on va la faire se contracter pour entraîner les douleurs. Donc la palpation va être appuyée, bon, souvent vous connaissez la localisation. L'étirement, c'est essentiellement la flexion dorsale de la tibio-tarsienne, d'accord, pas forcément des orteils, on verra qu'il y a
qu'il y a des pathologies autres qui peuvent entraîner des douleurs quand on fait le testing étirement des orteils. Là, on fait vraiment sur la tibio taillée. Donc contraction résistée, position de départ avec un appui sous les métas, et on va essayer d'entraîner des douleurs au niveau du pied, donc douleurs à la résistance. Il peut y avoir également des aponeurosites un peu plus distales en plein corps, et donc là la palpation elle est plus distale, mais là aussi ce sont des choses que vous connaissez. Et l'aponeurosite plantaire en plein corps, elle est souvent favorisée donc, par un conflit avec le pied de la chaussure, et puis on va voir ce type, et Olivier sera beaucoup plus à même de vous montrer ça. Alors moi, ce que je vais rentrer un peu plus dans le détail, puisqu'on n'a que 20 minutes, c'est sur le traitement. Parce que finalement, sur le diagnostic, c'est votre métier, si ce n'est qu'il est toujours en tête qu'il peut y avoir autre chose, hein, on est d'accord. Et quand ça devient atypique, c'est-à-dire que la localisation est atypique, ou que les douleurs soient peu atypiques, n'hésitez pas à les envoyer à un médecin ou à un radiologue pour essayer de voir s'il n'y a pas autre chose que la polynevrosite. Ça, c'est un message important. Alors moi, je vais essayer de développer un peu plus le traitement. Alors, le traitement, vous êtes partie prenante dans le traitement via les semelles, mais il y a autre chose en fonction du stade. Il y a 3 modalités globalement. Il y a le traitement dit orthopédique, on va voir ce que c'est, le traitement médical conservateur et le traitement chirurgical qui est quasi inexistant. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est que le traitement orthopédique, en gros, c'est quoi? C'est une immobilisation. C'est le stade 4. Je vous rappelle que le stade 4, c'est la rupture du tendon. D'accord? Donc, et tous les autres stades, on ne mettra pas d'immobilisation. Donc, une rupture décrite par le radiologue, on va immobiliser par une botte avec une semelle jusqu'à l'extrémité des orteils, et on va l'immobiliser en gros 6 semaines. D'accord? Donc, avec quelques adjuvants, donc on peut décharger le patient, on peut mettre de la glace, on peut mettre des antalgiques, on peut mettre de manière précoce des anti-inflammatoires, de manière vraiment courte. D'accord? Donc la vraie question, c'est que dans ce type de rupture comme ça, bien sûr, les corticoïdes, absolument pas. Donc s'il y a une chose à retenir en termes de traitement, c'est stade 4, rupture, traitement orthopédique, 6 semaines, et après on voit. Et quand je dis on voit, c'est que ce délai de 6 semaines s'accompagne par la suite, une fois qu'on a enlevé la botte, d'un protocole de rééducation d'environ 6 semaines. Alors ce sont des délais moyens que je vous donne, hein, en fonction du type de la localisation, etc. Mais après, il y a de la rééducation qui va être basée sur les étirements, sur le renforcement musculaire, sur la proprioception. Je ne vais pas le détailler, mais cette cicatrisation qui a eu lieu pendant les 6 semaines d'immobilisation, en gros, il y a du collagène qui va se former. Il va falloir l'étirer, il va falloir donner aux fibres de collagène une bonne orientation, il va falloir remuscler les intrinsèques du pied. Donc il y a toute une rééducation à avoir par la suite. Les orthèses plantaires, je ne vous ferai pas l'affront de vous en parler, mais elles sont nécessaires quand on reprend après l'appui, et puis comme bien évidemment après quand on reprend le sport. Pour tous les autres stades, donc on n'est plus dans les stades 4, les stades 1 à 3, ça va être du traitement médical conservateur. Alors il y a plusieurs cordes à notre arc. Premièrement, effectivement, le repos sportif. Hein. Vas-y, quelqu'un qui a mal en allant de la course, on va le décharger, voire on peut aller lui proposer des cannes anglaises. On peut lui proposer ce genre de choses, c'est assez rare, moi je ne le fais pas beaucoup. Des orthèses plantaires, des strapines, ça ne tient pas beaucoup, ça tient 10 minutes. Et puis après, ça marche pas beaucoup. Mais si vraiment il y a des douleurs importantes, pourquoi pas décharger quelqu'un avant que ça devienne chronique. Donc quelques adjuvants, qui ne sont pas que des adjuvants, hein, c'est un peu la base du traitement médical conservateur, c'est on a dit repos, éventuellement décharge, semelle bien évidemment, mais ça va être des antalgiques, des anti-inflammatoires, et puis la kinésithérapie. Alors la kinésithérapie, quand on est d'accord, quand il n'y a pas de rupture complète, ça va être quelque chose d'important. Alors il y a plusieurs, en fonction du stade, il y a plusieurs techniques, on ne va pas toutes les détailler, les ultrasons, la physio, etc. Aujourd'hui, et je parle même des ondes de choc, hein, même si on en fait, il n'y a aucune revue scientifique de bon niveau qui montre l'intérêt de la physiothérapie dans les aponeurosites et dans les tendinopathies en général. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une étude qui a montré l'efficacité. Vous voyez la différence. Alors, après, on peut proposer quand même des ondes de choc en fonction du type d'aponeurosite. On peut proposer des étirements, des massages, etc. Donc, bien évidemment, on va mettre le patient dans les mains du kiné, en lui donnant des conseils de décharge, de repos, etc. Et puis on le revoit en le suivant en échographie et cliniquement. Alors, les délais, je vous ai dit 3 à 4 semaines, mais ça peut aller beaucoup plus loin, 3 à 4 mois, en fonction de la pathologie initiale. Si la poneuropathie est importante, s'il y a une rupture avant, donc ça peut être très 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 long, il faut prévenir les patients.
faut aussi, ce sont des gens, le plus souvent des sportifs qui ont été en décharge complète. Donc, on va prévoir également la rééducation, qui n'est pas que la rééducation du pied, puisqu'il va y avoir une fonte musculaire. Donc, il va falloir faire des réathlétisations globales, musculaires, quadriceps, ischio, etc. Voilà. Moi, je vais vous parler aussi d'un traitement qui est un peu plus récent, et les papiers sont beaucoup plus récents, et que je pratique donc à la clinique Juge. C'est le traitement par toxine botulique, hein, le Botox. Vous savez qu'on l'utilise en esthétique, enfin pas moi, mais les esthéticiens l'utilisent en esthétique. Le principe est le même. C'est quoi le principe? La toxine botulique, vous allez voir, ça sert à décontracter un muscle. Une ride, c'est rien d'autre qu'un muscle contracté. Et les gens qui font ça en esthétique, ils injectent la toxine botulique, le muscle est mis au repos, il n'y a plus de ride. Au pire, les gens qui en font trop, ils n'arrivent plus à bouger le visage, ils n'ont plus d'expression. Voilà comment ça se passe. Là, on va utiliser cette propriété de la toxine botulique pour essayer de détendre, de mettre au repos tout le système suroaquiloplantaire. Alors, vous allez voir. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on injecte? Là, je vous ai mis un gros cocktail. Qu'est-ce qu'on injecte en médecine du sport? Alors, il y a des corticoïdes, de l'acide hyaluronique, du PRP. Enfin, il y a plein de choses. Moi, je vais me concentrer aujourd'hui sur la toxine botulique, juste pour vous dire dans quel cas on l'utilise. On l'utilise dans la littérature, dans les muscles, donc dans les tendinopathies, vous allez comprendre pourquoi. Et il y a des papiers, beaucoup de papiers, même si moi je ne l'utilise pas, en intra-articulaire, dans notamment la gonarthrose. Pourquoi? Parce que là, forcément, il n'y a pas de muscle, mais la toxine botulique a une propriété antalgique pure, c'est-à-dire que ça va couper les réseaux de la douleur. Voilà. Moi, à titre personnel, dans la gonarthrose, je ne l'utilise pas, mais certains l'utilisent, donc c'est bien de ressortir aujourd'hui avec cette information. Alors, l'état des lieux, c'est quoi? On va utiliser la toxine de type A pour réduire l'hyperactivité musculaire avec des effets secondaires mineurs. Honnêtement, c'est complètement indolore. C'est l'intramusculaire, ça ne fait pas mal. Hein. C'est pas comme quand vous entendez du PRP dans le tendon, ça fait très mal. Hein. On est bien placé au milieu des doigts pour savoir que ça fait mal le PRP dans le tendon. Là, ça ne fait pas mal. Néanmoins, il y a la nécessité d'un guidage. Ce guidage peut être soit électromyographique, soit par échographie. Alors, le mécanisme d'action, il est très simple. Soit l'intramusculaire, l'objectif c'est la détente musculaire, donc on va l'utiliser dans les tendinopathies, et l'intra-articulaire, c'est vraiment l'antalgie pure. Alors comment ça marche à l'intramusculaire, que ce soit dans une ride ou dans un muscle, enfin le muscle d'une ride? En fait, vous savez que, vous ne savez pas, mais quand un influx nerveux arrive, il arrive d'un neurone, et puis il va se propager dans une fibre musculaire. Et l'interface entre les deux, il y a des neurotransmetteurs qui donnent l'information au muscle de se contracter, qui est l'acétylcholine. La toxine botulique va bloquer au niveau du neurone qui précède la synapse, va bloquer le transport d'acétylcholine, donc il n'y aura plus d'action, donc le muscle ne va pas être informé qu'il faut qu'il se contracte. Donc on n'aura pas, là on fait un blocage et le muscle ne se contractera plus, ou du moins beaucoup moins. Okay, voilà comment ça se passe. Et on utilise maintenant, alors il y a des papiers, ce que je vous parle là, ce n'est pas des idées, il y a des papiers, il y a des littératures. Hein. Donc aujourd'hui, dans les tendinopathies, voilà les types de tendinopathies qu'on utilise, beaucoup les épicondylites, bon vous, je pense que vous en foutez un peu, dans les pubalgies, les formes tendineuses, tendinopathie des adducteurs, les aponévrosites plantaires, on va un petit peu en parler, et on l'utilise également, si ça vous intéresse, après on pourra en parler, dans le syndrome de l'essuyage. Hein, ça vous êtes quand même vraiment un acteur majeur également de syndrome de l'essuyage. Et si vous voulez, ce n'est pas l'objectif là, mais on peut en parler, comment ça marche. Donc l'objectif en médecine du sport, je vous l'ai expliqué, hein, épicondylite, anésopathie, etc., adducteur, pubalgie. Dans les conflits aussi côtiers, le POS, ça fait ça. Donc ça, c'est la détente musculaire. Vous avez compris que le but, c'est de détendre le muscle pour qu'il y ait moins de tension au niveau du tendon. Mais on l'utilise aussi dans des syndromes cadellaires, comme le syndrome du piriforme. On vient piquer dans le piriforme pour le détendre. Les syndromes de Loge, les syndromes myofasciaux. Et là aussi, on va créer une détente, une atrophie. Alors, dans les tendinopathies, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, l'indolence est complète. On va mettre au repos le tendon. Les corticoïdes dans la tendinopathie, on en fait de moins en moins, voire plus du tout, sauf dans quelques cas, si on a vraiment une demande urgente. Les PRP, on pourra en parler, mais là, ce n'est pas le cas. On les utilise beaucoup dans la tendinopathie chronique, surtout quand il y a une fissure. Par contre, dans les tendinopathies, vous avez polynévrosite non fissuraire, on a un peu de mal parce que c'est hyper douloureux à l'utiliser. On va plutôt utiliser la toxine. Et sur les anthésopathies également, alors là, c'est de votre ressort, les anthésopathies d'Achille.
on va utiliser la toxine botulinique de la même façon d'ailleurs que pour les aponevrosites plantaires. Alors, il n'y a pas encore des preuves importantes, mais il commence à y en avoir. Alors voilà comment ça se passe en pratique clinique. Je suis dans mon box, vous avez l'aponévrose, je fais 4 injections. Vous allez comprendre pourquoi. La première injection sous le pied, sous contrôle échographique, dans le court fléchisseur plantaire. Je mets, alors pour ceux qui ça va 50 à 100 unités de toxine xéomine, peu importe. Et je vais injecter, et ça c'est en bas, dans le triceps, le gastrocnémien médial, le gastrocnémien latéral et le solaire. D'accord? Donc on injecte les 3 chefs du triceps et le court fléchisseur plantaire. L'objectif, il est le même, c'est de la détente du système suranquilo-plantaire chimique. Cette détente, elle va durer 4 mois. Comme une ride. Les gens, vous savez, tous les 4 mois, ils se refont, 4-5 mois, ils se refont. Là, l'idée, c'est pas d'y aller tous les 4-5 mois. L'idée, c'est que pendant 4 mois, on induit une détente chimique et on dit au kiné, voilà, moi je t'ai assoupli tout le système suranquilo-plantaire, à toi maintenant de détendre, de profiter de cette détente chimique pour donner de la longueur à ce système suranquilo-plantaire. Vous voyez un peu le truc? C'est pour ça, là, quand on fait ça, ça ne sert à rien de revoir les patients à 15 jours. Hein. On les revoit à 2-3 mois pour faire le point. Alors, il faut bien comprendre que ça, c'est quand on a des aponévropathies réfractaires, parce que 9 fois sur 10, avec le repos, le kiné, les semelles, on y arrive. Mais par contre, là, ce sont des gens qui ont des aponévropathies qui durent depuis des mois et des mois, voire des années. Ok? Donc l'effet relaxant, donc là c'est exactement ce que je viens de vous dire, le court fléchisseur plantaire, je reprends un petit peu ça. Voilà, donc pour terminer un petit peu là, je sais pas, je pense que je suis dans les temps, juste quand même, mis à part les diagnostics différentiels, je vais juste trouver mes mots, les diagnostics différentiels, je vous ai parlé des infections, des néoplasies, des cancers, etc., ça c'est vraiment les gros trucs. Néanmoins, il y a d'autres diagnostics différentiels, de la polynévropathie, il y a les lésions musculotendineuses du court fléchisseur plantaire, encore lui, donc des lésions musculaires cette fois-ci, qui ne sont pas des lésions tendineuses. Et puis après, il y a des fascites plantaires vraiment étendues, chroniques, qu'on peut voir dans certaines maladies inflammatoires. Donc le court fléchisseur plantaire, bon, ce sont des lésions musculaires, peu importe, ça va surtout l'imagerie, parce que cliniquement, on peut cliniquement essayer de faire la différence, parce que c'est plus profond, parce qu'on va avoir des douleurs qui ne vont pas être des douleurs quand on fait la tibiotalienne, mais quand on va faire une résistance contrariée contre les orteils, d'accord? Parce que c'est le court fléchisseur plantaire qui est en cause, donc c'est un petit peu différent, la douleur est un peu plus antérieure, et on va faire la résistance sur les orteils. Néanmoins, c'est surtout l'imagerie qui va nous donner quand même la solution et la différence entre une aponévrose qui va être normale et un court fléchisseur plantaire qui va parler, notamment en IRM. Après, il y a d'autres cas de figure. Il y a des pathologies de glissement, c'est-à-dire en gros, ce n'est pas l'aponévrose, mais c'est le glissement soit superficiel, soit profond. Quand c'est la pathologie donc superficielle, c'est un frottement entre l'aponévrose et les structures cellulaires sous-cutanées, donc vraiment en superficie. Et puis il peut y avoir une pathologie de glissement plus profonde entre l'aponévrose plantaire et les muscles court fléchisseurs plantaires ou accessoires. Donc ce ne sont pas des pathologies vraiment du tendon en soi, mais de glissement sur les plans au-dessus ou au-dessous. Voilà, l'intérêt de l'imagerie, parce que c'est quand même très difficile à faire la différence. Et le traitement, il est là aussi, c'est à peu près le même traitement médical conservateur, même si ce n'est pas le sous-bassement. Voilà, donc d'autres diagnostics différentiels, des fractures de fatigue, il en parlera Olivier, des bursites, la maladie de Rose. Donc, en conclusion, je vais vite, hein, après on parlera si ça vous intéresse vraiment. La fréquence, je crois que vous êtes convaincus que les fascites plantaires, la polynévropathie, c'est très très fréquent. Le traitement, donc il est spécifique, je vous redis un petit peu pour que ça rentre bien, les stades 4, donc traitement orthopédique pur, immobilisation puis kiné. Traitement médical conservateur dans tous les autres cas, donc les plus fréquents, avec la kiné, puis ça peut aller jusqu'à après, on a vu la toxine botulique. La chirurgie seulement en cas d'échec, moi personnellement, jamais vu des chirurgies de polynévrose plantaire. Alors, ça peut arriver, dans certains cas, ça va être des allongements un peu du système suranquilo-plantaire, mais ça peut arriver, mais c'est quand même vraiment à la marge.
Voilà, donc on parlera après, si vous voulez, de la clinique, parce que Michel m'a demandé de parler de la clinique un peu, mais j'en parlerai peut-être un peu après. Simplement vous dire que si ça vous intéresse, les topos, alors pas que sur les membres inférieurs des pieds, à la clinique, une fois tous les trimestres, on fait des soirées à thématique, d'accord, sur les pathologies diverses et variées. Autre chose, je vais vous présenter deux congrès qui sont dans la mouvance de la médecine du sport. On a le premier congrès qui va y avoir lieu le 5 et le 7 juin, qui est le congrès national de la médecine du sport, de la Société française de médecine et de traumatologie du sport, qui aura lieu à Paris cette année pour cause de Jeux Olympiques. Donc d'habitude on le fait en septembre, mais là on le fait en juin par rapport aux Jeux Olympiques. Et puis plus proche de nous, la Société méditerranéenne de médecine du sport, où on a un congrès le 15 juin prochain au circuit Paul Ricard, avec tout ce qui est pathologie autour du sport automobile. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Super. C'est bon. Voilà. Merci. Alors concernant les aponeumopathies plantaires, il n'y a pas trop parler d'imagerie. Parce que j'étais là. Alors le diagnostic, c'est, on va dire, à 84%, c'est l'échographie. Hein. Les RM, il y a peu d'indications. La principale indication, c'est le rhumatisme inflammatoire, les spondylarthrite ankylosante, quand on a du mal à faire la part entre une origine mécanique et une origine inflammatoire. D'accord ? Donc moi, je voulais vous faire une petite surprise. Je vais vous faire travailler sur le diagnostic, que vous l'avez déjà. Vous parlez donc d'une pathologie assez fréquente. Vous devez en voir assez souvent. Fréquente en tout cas chez les sportifs. Donc, je vais vous le présenter sous la forme d'un cas clinique. Donc ça c'est la petite Axel qui est à la SCO Sainte-Marguerite, qui prépare les championnats de France de 1500 mètres. Elle a augmenté son volume d'entraînement depuis 1 mois et demi. Elle a bien chargé. Quelques jours avant la compétition, elle se plaint de douleurs du deuxième métatarse. Ça n'empêche pas de courir, par contre ça l'empêche d'accélérer, elle a mal. Sa radio standard est strictement normale, et donc on décide de lui faire une IRM, et c'est ça que je voulais un peu vous montrer. Et donc comme vous voyez sur cette IRM, donc on est sur des groupes ce qu'on appelle en pondération T2. Donc en pondération T2, c'est-à-dire que l'eau est blanche, d'accord, l'œdème est blanc, avec saturation de la graisse. On enlève la graisse, donc la graisse est noire. Pourquoi? Le but c'est de vraiment visualiser là où c'est inflammé. Okay. On est sur des coupes donc coronales, on est perpendiculaire au métatarse. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5 métatarses avec la correspondance à gauche. Et on voit, vous voyez que c'est tout blanc dans les parties molles. Ici, donc on a un gros œdème dans les parties molles qui se voyait un peu cliniquement. Et on voit qu'en profondeur, cet œdème vient complètement mouler le métatarse, d'accord, avec un signal osseux qui est strictement normal. Une corticale osseuse qui est normale, une médulaire osseuse qui est strictement normale. Ça, c'est la correspondance sur les coupes qui vont être dans l'axe des métatarses, où on voit que l'œdème, il est tout autour, et on a un os qui est strictement normal. Donc on n'a pas trop l'habitude, on se dit qu'est-ce que c'est. Alors on peut regarder aussi en échographie. En échographie, on a un œdème diffus dans les parties molles. Je vous ai fait la correspondance en bas, hein. On est sur les coupes sagittales et on a une petite page ici anéchogène. Ici, en fait, ça correspond à un hématome périostée. Je vous donne tout de suite la réponse. Donc, comme elle s'est beaucoup entraînée pour les championnats de France, qu'elle a la tête un peu dure, elle ne nous écoute pas, bien évidemment. Elle court les championnats de France. Bien évidemment, elle ne fait pas un très bon chronomètre, vous allez comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Je craque. Voilà. Elle se raccourcit toute seule son deuxième métatarse. Ceci dit, c'est ce que je dis, il faut voir le bon côté des choses. Tu n'auras pas de syndrome du deuxième rayon dans quelques années. C'est toujours ça de gagner. Hein, faut toujours prendre le côté positif. On voit, c'est rigolo, hein, on a un vrai raccourcissement de son deuxième rayon. Et on voit que cette radio était plutôt à 10 semaines, elle est strictement normale. Et pourquoi je vous ai parlé de ce cas clinique? C'est pour vous dire que l'aspect des fractures de fatigue dans le pied, dans les avant-pieds, peut vraiment avoir des aspects très différents selon la localisation, d'accord? Et selon les comptes rendus que vous allez avoir, des fois ça peut être un peu décontenançant si le radiologue ne se mouille pas et ne vous dit pas c'est une fracture de fatigue. C'était un peu l'idée de cette présentation. La plus fréquente, c'est le méta. Après, on a le calcanéum, les os sésamoïdes. Et puis après, bien sûr, ça peut être sur tous les os des pieds. Ça peut être vraiment, c'est vraiment en fonction des zones de contrainte mécanique.
Le principe, il est très simple. Vous imposez une contrainte mécanique excessive, vous augmentez votre charge de travail, vous changez de chaussure. Qu'est-ce qui va se passer? L'organisme va activer à la fois les ostéoclastes et les ostéoblastes. Les ostéoblastes, ils fabriquent de l'os. Les ostéoclastes, ils résorbent l'os. Seulement les ostéoblastes, ils sont un peu feignants. C'est ce qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'ils vont mettre 3 semaines à un mois avant de vraiment agir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les ostéoclastes vont résorber l'os. Donc à chaque fois, vous allez avoir une augmentation du volume du sport ou des contraintes qui vont changer. En fait, les ostéoclastes vont se mettre en place et il va y avoir une déminéralisation qui va se mettre en place. Pour l'instant, on n'est pas au stade de la fracture. Cette déminéralisation, elle est totalement... vous êtes incapable en radio de faire le diagnostic, à moins de faire des coupes de l'ordre du micron ou de faire des coupes histologiques. Sinon, vous ne le voyez pas. D'accord. Et puis, si les contraintes mécaniques continuent, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des microfractures trabéculaires. Donc, on ne voit pas de trait de fracture. La corticale osseuse est strictement normale. C'est vraiment le spongieux qui va faire des microfractures. Là, ça a été prouvé parce qu'on a créé des microfractures, on les a coupées et on a regardé le microscope. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un œdème de l'enveloppe de l'os, du périoste, d'accord, ou à l'intérieur de l'os, d'accord, donc un œdème osseux. Et selon les localisations, il y en a un qui va être plus prépondérant que l'autre, d'accord. Cet œdème périosté, on voit très bien en IRM et en échographie. L'œdème osseux, bien sûr, on ne voit qu'en IRM. Okay. Et puis si les contraintes mécaniques continuent, on peut voir le trait de fracture, mais ce n'est pas obligatoire. Hein, c'est pas obligatoire de voir ce trait de fracture. Et ensuite, on a les phénomènes de reconstruction qui se mettent en place, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, au bout d'un mois. Donc, tous les phénomènes de reconstruction, ça veut dire une ostéocondensation ou une ossification ici du périoste, vous voyez, vont arriver qu'au bout d'un mois. Si vous le faites avant, vous ne le voyez pas. Hein. Donc, quand vous voyez cette diapositive, ça c'est une autre fracture de fatigue de quelqu'un qui a eu l'intelligence de s'arrêter. La seule chose qu'on a, c'est un œdème sur le périoste, autour. On ne voit pas de fracture, l'os est strictement normal. Donc ça, c'est une notion que vous devez avoir, en tout cas, sur tous les fractures de fatigue, mais particulièrement sur les métatarses. D'accord? Donc quand vous avez dans un compte rendu que cliniquement ça y ressemble vraiment et qu'on vous met œdème autour de l'os, non, c'est une fracture de fatigue. Vous n'allez pas chercher midi à 14 heures. Et ça, c'est toujours le même patient. Et vous voyez que quand on vérifie à un mois, le patient il a commencé à fabriquer de l'os sur le périoste. En général, la reconstruction osseuse, elle va se faire là où on trouve initialement l'œdème. Au niveau des métatarses, ça je vous le dis, je vous le mets parce qu'il faut le savoir, ça c'est une notion qu'il faut l'avoir, c'est qu'on peut faire des cals exubérants qui peuvent vraiment passer pour des tumeurs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça nous arrive souvent finalement d'avoir des patients, on est passé à côté d'une diagnostic de fracture de fatigue, et alors en général c'est pas les sportifs, hein. Là c'est plutôt les papis et les mamies, hein. Mais ils viennent nous voir et on fait une radio, on a un cal exubérant qui pourrait vraiment ressembler à un ostéosarcome. Donc on n'hésite pas à recontrôler. Alors si en plus vous faites une IRM, il y a de l'œdème partout, c'est très inquiétant. Nous on a des signes nous faisant dire que c'est pas un ostéosarcome, mais c'est une fracture, notamment c'est des accès, la position périostique est quand même épaisse, il n'y a pas d'ostéolyse, enfin on a un certain nombre de critères, mais il faut savoir que ça existe. D'accord? C'est cal exubérant. Hein, patient qui a depuis un mois et demi très mal, on est passé à côté du diagnostic, on a ça, il ne faut pas se tromper de la tête. Concernant le calcanéum, je vais dire qu'il est le deuxième plus fréquent. En général, on a beaucoup moins de problèmes diagnostiques. Cliniquement, vous pincez sur le côté, vous passez l'IRM, en général, on voit le trait, en général, on voit l'œdème. Je veux dire, c'est un diagnostic qui sera assez facile à faire. Et par contre, ce que je vous disais tout à l'heure, très souvent, le trait de fracture, il ne faut pas s'attendre à le voir en radio. En scanner, c'est rare. Et éventuellement en IRM. Hein, donc une fracture de fatigue, c'est pas jouer un trait de fracture. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va voir sur les fractures de calcanéum? C'est systématiquement la même chose. Ça va être une condensation le long du trait de fracture. Alors celle-ci n'est pas évidente. D'accord? Des fois, elles le sont beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va vraiment voir une condensation, un trait de condensation. Et ça, c'est la fracture. C'est-à-dire qu'on a fabriqué l'os le long du trait de fracture. D'accord? Ça, c'est aussi pareil, des notions à avoir. Concernant les os sésamoïdes, donc vous savez qu'on a un terme qui est la sésamoïdite, qui est un terme qui ne vous convient pas du tout.
Parce que qu'est-ce que c'est qu'une sésamoïdite? C'est toujours pareil, vous imposez une contrainte mécanique excessive à votre sésamoïde médial. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites des microfractures dans le spongieux. C'est ni plus ni moins que ça, une sésamoïdite. Hein. Donc c'est pas une inflammation de la sésamoïde, c'est vraiment des microfractures trabéculaires. Ça, c'est vraiment prouvé. Dans ces sésamoïdites, souvent l'œdème, il est mineur, il n'est pas énorme, l'œdème dans les parties molles. On voit selon les solides axiales, il est perpendiculaire au métatarse. Puis là, vous voyez, plus facile à comprendre, on est dans l'axe des métatarses. Puis là, c'est une coupe qui est comme ça, qui est perpendiculaire. Bon. Donc l'œdème, il est surtout dans l'os sésamoïde et c'est un équivalent. C'est vraiment un équivalent de microfracture trabéculaire. Là, c'est vous qui essayez de jouer pour limiter les appuis sur cet os sésamoïde et éventuellement limiter les contraintes et le sport. Donc, si vous continuez à imposer des contraintes mécaniques à cet os sésamoïde, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se condenser, parce que vous allez fabriquer l'os. Au bout d'un mois, vous allez voir une condensation arriver, puis après, il va casser. Voilà. Donc, là, on était sur un cas clinique qui était un peu, j'ai envie de dire, rigolo. On était sur une fracture de son sésamoïde médial qui n'avait jamais cicatrisé 3-4 ans avant, qui avait donc une pseudarthrose. Et quand il est revenu, nous voir de nouveau des douleurs, il avait de nouveau imposé des contraintes mécaniques en sport, parce que les sportifs, ils n'écoutent pas trop ce qu'on leur dit. Et de nouveau, il y avait un œdème osseux, donc un équivalent de fracture trabéculaire, voilà, sur ces deux fragments. Pourquoi c'est pas un os bipartite et que c'est une fracture? Alors ça, c'est des petits signes à connaître, parce qu'ils sont tout bêtes et on les voit facilement. C'est que quand vous avez un os bipartite, d'abord, il est corticalisé sur tout le tour. Il y a une corticale qui fait tout le tour. Et ensuite, les berges sont un peu arrondies. Voilà. Normalement, on doit pouvoir s'en sortir dans 90% des cas entre une fracture sésamoïdienne et un sésamoïde bipartite. D'accord? Et puis, quand vous continuez à imposer des contraintes mécaniques, je vous dis ça peut casser, puis au bout d'un moment, ça se fragmente. Ça se fragmente. Alors ça, c'est une histoire un peu de chasse. C'était pareil, c'était un os sésamoïde sous 5e métatarse. C'est pas fréquent, et il a cassé ça. Hein, on avait une petite bursopathie, je ne sais pas si on la voit la flèche. Il y avait une petite bursopathie sous la tête du 5e qu'on voyait très bien en échographie. Et puis, donc, cette fracture sésamoïdienne. Dans le diagnostic différentiel pour le sésamoïde, je vous ai mis juste une diapo, c'est les cristaux d'apatite, c'est classique. C'est un endroit où on peut déposer les cristaux, vous marchez dessus, ils se fragmentent, ça s'inflamme. C'est pas une sésamoïdite, c'est pas une fracture, c'est vraiment une inflammation. Et j'ai mis ne pas confondre, ça il faut savoir que ça existe, vraiment. Ça, bon, c'est un numérus, d'accord, mais il nous avait été envoyé il y a quelques mois pour une fracture de fatigue de l'humérus. Déjà, c'est pas fréquent, je suis d'accord. Et une joueuse de tennis professionnelle avec une radiographie normale, un scanner qui était normal. Quand vous lui faites une IRM, vous vous rendez compte sur les séquences où on voit bien l'œdème, qu'il y a un bel œdème dans l'os. On lui fait le scanner et en faisant bien attention, qu'est-ce qu'il y a? On voit qu'il y a une petite lacune. Donc là, elle n'a pas cassé son os. Et là, on a fait une scintigraphie osseuse, ce qu'on appelle un ostéomystéoïde, qui est une tumeur bénigne. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Ça existe dans le pied. Cette tumeur, on ne va pas vous demander d'apprendre toutes les tumeurs. La tumeur bénigne, à mon avis, à connaître dans le pied, c'est celle-là. Hein, la tumeur maligne, il y en a une ou deux à connaître, mais bon. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est un ostéomystéoïde qui posait pas de problème, enfin moins de problèmes diagnostiques, on va dire. Parce que c'est une tumeur qui va être toute petite, qui va donner un gros œdème. Donc en fait, tu vois arriver le patient, tu as un œdème, tu te casses les yeux, tu dis est-ce qu'il y a un petit trait, est-ce qu'il n'y a pas un petit trait? Voilà. Après, ce qui change chez les symptômes, c'est pas les mêmes. Ça va être des douleurs qui sont plutôt à recrudescence nocturne et qui sont calmées par l'aspirine. Donc en conclusion, le couple radio-écho, c'est l'examen de première intention, surtout pour les fractures des métatarses, on les voit super bien en échographie. Hein, on en rate, mais on en rate vraiment pas beaucoup. On les voit très très bien en échographie. L'IRM, c'est l'examen de référence. On recherche l'inflammation, on recherche l'œdème. Et le scan, c'est le diagnostic. Et une dernière notion qu'il faut savoir, et même dans les publications, il y en a beaucoup, c'est pas écrit, on a des fractures de fatigue avec des scintigraphes, avec des IRM normales et qui ne parlent qu'à la scintigraphie. Voilà. Ça existe, on en voit. Donc si cliniquement vous avez des patients, ils ont mal, vous dites il y a un point douloureux, les symptômes cliniques, c'est assez simple. Hein.
C'est un point nouveau à la palpation. Hein. Je veux dire, voilà. Ben, des fois, on peut dire, ben, faisons une scintille. Voilà, je vous remercie. Ça fait déjà 20 minutes que je parle. Donc, je vais laisser la parole au suivant. S'il y en a que ça intéresse, le long fléchisseur de la luxe, c'est un sujet qui est très à la mode. Vous le connaissez ou pas du tout? On vous en parle beaucoup ou pas? La luxe fonctionnelle, la luxe limitis fonctionnelle, excusez-moi. Et ce sujet, j'espérais être plus court, mais il était un peu long. Si vous voulez éventuellement qu'on en reparle, c'est un sujet qui est intéressant. Vous en voyez beaucoup, vous le connaissez bien, pas tout. Je vais en parler 2 secondes ou pas du tout? Oui. Ouais, ça vous intéresse? Bon, alors, très rapidement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet, je ne sais pas si vous savez, mais à Marseille, le Centre du Pied 13, c'est actuellement le service référent français sur la chirurgie de la luxe limitus fonctionnelle. L'anatomie très rapide, ça a une insertion, le muscle a une insertion qui est très latérale, postérieure et latérale sur la fibula, la membrane interosseuse. Et les caractéristiques anatomiques, le fait qu'il croise pour passer de latéral à médial, c'est ça qui va conférer toutes les caractéristiques, j'ai envie de dire, biomécaniques du sang. Il va croiser à peu près en arrière de la cheville. Il a des fibres musculaires qui vont descendre plus ou moins bas et il passe dans ce qu'on appelle la gouttière rétrotalienne qui est formée par le processus médial et latéral du talus et qui en bas va être délimitée par le sustentaculum tali. D'accord? Donc il faut s'imaginer que quand il va passer en arrière de la tibiofibulaire, il va maintenir la tibiofibulaire, il va maintenir le talus en avant, il va soutenir l'arche plantaire via le sustentaculum tali. Hein, d'accord? Stabilisation de la tibiofibulaire, stabilisateur de l'arche plantaire, ça vous le savez, c'est vraiment un tendon qui est très important, qui pourrait être plus gros que le tibia poste. Il antériorise le talus lors de l'extension de la cheville, il va stabiliser la luxe parce qu'ensuite il est rectiligne, il passe dans le tunnel intersésamolien, il s'insère sur la base de P2. Et puis il croise les fléchisseurs communs des orteils, ça vous le savez, voilà. Et il est propulseur et pronateur. Tout ça, c'est des choses en général que vous connaissez très bien. La luxe limitus, qu'est-ce que c'est? C'est une limitation. Alors, j'en parle aussi ici parce que c'est une pathologie qu'on retrouve chez les danseurs et chez les coureurs rapides. D'accord? Ça va être une limitation de l'extension de l'hallux quand la tête métatarsienne est en appui et en phase propulsive. Donc la phase où on déroule le pied et la cheville est en extension. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir relever l'orteil. Ça va créer un certain nombre de pathologies. Et là, c'est ce que je disais, mythe ou réalité. À chaque fois qu'on pose la question à l'orthopédiste, on a certains orthopédistes qui vous disent mais oui, mais ça existe, c'est pas connu, c'est pour ça que je vous en parle. Puis il y en a d'autres qui vous disent c'est une secte, ceux qui pensent ça. Voilà. Bon. Les douleurs médiales le long du FHL, ça c'est vraiment reconnu, ça peut faire ces douleurs-là. À partir du moment où on a un blocage de ce long-fléchisseur de la luxe, on va avoir un élévatus du premier rayon, d'accord, avec de possibles hyperkératoses dorsale de l'AMP et plantaire du IP, donc ça c'est reconnu. On va avoir un report latéral des charges, ça aussi c'est reconnu. Et après, une supination de l'avant-pied. Et après, la question c'est dans quelle mesure ça peut favoriser le mortol, la luxe valgus, et puis aussi le blocage de la soutalienne et les instabilités de cheville. Le test clinique, vous le connaissez peut-être. Je dis ça parce que ça, je vous le montre, moi je le fais, vous pouvez le faire. C'est super simple. C'est quoi? On vérifie si votre hallux il est souple en position plantaire ou en position neutre. D'accord? Parce que si on a un hallux rigidus, on est bloqué, le test il n'a aucune valeur, ce qui est logique. Ensuite, on reproduit l'appui, c'est-à-dire au moment où on déroule, c'est-à-dire on se met en flexion dorsale, d'accord? On bloque, on vient bloquer la tête métatarsienne avec sa main, ok? Et on relève la luxe. Si on n'a pas d'extension de la luxe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre long fléchisseur ici, soit il est trop court, soit il bloque. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut pas chercher, c'est pas plus compliqué que ça. D'accord? Donc nous, on leur a réalisé ces patients qui avaient des tests de l'étirement, on va dire,
positifs. On leur a réalisé des échographies. Nous, on fait des images dynamiques exactement comme test. Ah, c'est ça. Là, vous voyez, lui, il remonte. Quand ils sont positifs, voilà. Et juste pour vous dire que qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé globalement, pour faire très rapide, dans 50% des cas, des patients qui avaient des symptômes, hein, attention, hein, dans 50% des cas, on avait une imagerie qui était strictement normale, c'est-à-dire qu'on était sur un muscle qui était manifestement trop court, d'accord? Et puis dans 50% des cas, on avait vraiment un conflit mécanique, des fibres musculaires qui descendaient bas et qui butaient contre ce rétinaculaire. 50% c'est quand même pas mal, d'accord? Et 2 cas d'alluxaltance, si un jour je vous donne ce terme, je vous en montrerai après, c'est un véritable ressaut, comme les poulies, vous savez, au niveau des doigts, ben c'est exactement pareil, d'accord? La tendinopathie, ça c'est une petite notion, c'est-à-dire la souffrance du tendon, on a un cas sur 300 patients. Donc, on nous explique dans les livres que c'est super fréquent. Alors, on n'avait pas beaucoup de danseurs. C'est un peu fréquent chez les danseurs qui passent des heures en pointe. Mais sinon, ce n'était pas une pathologie si fréquente que ça. Bon, épaississement du rétinaculum, d'accord. Et nous, voilà, c'est ça qu'on met en évidence. On met en évidence ici, vous avez la corrélation, un tendon, on pousse et ça ne coulisse pas. 50% des patients avaient un vrai conflit. Hein. Et là, vous voyez que les fibres musculaires qui viennent vraiment sous le rétinaculum. Voilà. Et ça, c'était l'autre conflit où on voit que ça bute. D'accord? Ça, c'est l'alluxaltance. Regardez, il détend son muscle, tac, et ça saute. C'est-à-dire qu'en fait, il relâche son muscle, les fibres musculaires passent sous le rétinaculum, ensuite ils sont bloqués, et comme un doigt ressaut, tac, tout d'un coup il saute. Et ça lui fait mal. Hein. Et c'est pire que ça, c'est que ça faisait un claquement audible. On l'entendait. Donc si un jour vous avez ça, voilà. L'IRM, on ne le fait pas en première intention, on fait vraiment quand on a des pathologies. Il existe des variantes anatomiques. C'est très rare, mais il y en a. Sur les 300 patients, on en a eu 2. Des variantes anatomiques qui étaient responsables du conflit. C'est-à-dire qu'en fait, il avait 2 tendons. On a le droit d'avoir 2 tendons. 1, 2. Hein? Donc, 2 tendons dans une gouttière, ça bloquait. Quand c'était pas les tendons. Voilà. L'arthroscanner, c'est exceptionnel qu'on en fasse, en tout cas sur ce type d'indication. Et les chirurgiens, ils les opèrent. Le centre du pied les opère. Alors, je ne vais pas vous montrer toute l'opération. Ils font une incision. Je vais passer parce que sinon. Ils font 2 incisions de part et d'autre du tendon d'Achille, en fait. Une où ils vont mettre la caméra, une où ils vont mettre leurs instruments pour fraiser. Et à la limite, s'il y a un seul truc à regarder, après c'est fini. C'est ça. J'espère que je n'ai pas été trop long. Le principe, c'est qu'ils vont donc aborder de part et d'autre le canéum. Ça, c'est le shaver qu'ils font pour enlever toute la graisse qui est autour. J'étais au bloc plusieurs fois à aller voir travailler pour comprendre aussi, 1, ce qu'ils faisaient, 2, ce qu'il fallait qu'on regarde, parce que c'était pas si évident que ça au début. Donc, ils enlèvent toute la graisse qui est autour du tendon. D'accord? Là, on commence à voir le tendon avec sa jonction musculo-tendineuse. C'est ce qui est rouge ici. D'accord? Donc là, on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais vous allez très bien comprendre, c'est assez simple. Voilà, ici. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper ce qu'on appelle ce rétinaculum qui couvre le tendon. Voilà, parce que c'est ce tendon, pourquoi il bute? Parce que ce rétinaculum ici, les fibres s'insèrent bas et elles n'arrivent pas à passer sous le rétinaculum. Voilà. Et ils vont libérer ce rétinaculum avec une pince. Voilà. Vous voyez à quoi ça ressemble? Ça, c'est les fibres musculaires qui descendent très bas. Ici, normalement, il y a un rétinaculum et eux, ils vont venir tout simplement le couper. Voilà. Et là, on est au niveau de la peau. Voilà. Donc, je voulais vous présenter, bon, je l'ai présenté très rapidement, hein, ça peut être beaucoup plus long comme présentation. Cette pathologie, parce que vous allez être confronté, vous allez entendre beaucoup de choses dessus, mais il faut savoir qu'elle existe. Et puis savoir les examiner, c'est super simple. Alors là, pour le coup, c'est super simple. Mais les patients qui ont des abus de valgus, qui ont des pathologies, des douleurs médiales, franchement, ça vaut le coup. Ok? Voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire un petit peu. Enchantée, je m'appelle, on s'est déjà croisé en bas pour certains, je m'appelle Léonard Border. Moi, pour le coup, je vais donner une couleur un peu différente à la présentation parce que je ne suis pas issue du monde clinique. Je suis un médecin, je ne suis pas pneumologue, je suis ingénieur. Donc moi, je suis ingénieur en mécanique et donc je suis salarié de la société EXIT qui, pareil,
je suis ingénieure R&D et je suis aussi doctorante. Donc je fais ma thèse au sein du laboratoire encadré par Michel. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que l'événement a lieu ici. L'enjeu de la présentation aujourd'hui, c'est essentiellement de vous montrer en quoi est-ce que l'ingénierie et l'ingénierie biomécanique, biomédicale, elle a un impact sur votre profession et sur également la profession de monsieur, qui sont des présentations passionnantes. Et comment est-ce que les résultats qu'on peut obtenir, ils peuvent aider à développer de nouveaux outils, ils peuvent aider à mieux comprendre, ils peuvent aider à mieux anticiper les opérations ou les traitements qu'on va pouvoir faire. Donc l'idée, c'est que je vais vous faire une petite application de comment est-ce que l'ingénierie biomécanique peut être utilisée au travers des exemples de ma thèse et de l'application que ça a dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Et aussi, comment est-ce qu'on peut mettre en place des partenariats des ponts entre la recherche, l'industrie et aussi des cliniciens, parce que je travaille en partenariat avec un chirurgien à Nice. Donc, du coup, dans le contexte, c'est que l'ingénierie biomécanique, l'ingénierie biomédicale, c'est un domaine qui, en fait, s'est beaucoup développé, et notamment avec trois gros pôles que sont l'imagerie médicale, qui a explosé ces dernières décennies. On a des IRM en mouvement, on a des scanners en charge, on a énormément de moyens d'observer le corps humain. Il y a aussi la fabrication additive, biocompatible, donc l'impression 3D, comment on peut fabriquer des pièces sur mesure, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de fabriquer des semelles sur mesure, et comment on peut avoir des objets uniques pour les patients. Et enfin les capacités de calcul, parce qu'aujourd'hui on a des capacités de calcul qui sont bien meilleures que ce qu'on a pu avoir il y a 10 ans, et celles qu'on avait il y a 10 ans sont bien meilleures que celles qu'on avait 10 années avant, et ça explose. Et aujourd'hui on a la capacité de calculer des mouvements humains, de faire des calculs très très complexes en des temps très courts, et c'est des technologies qu'il faut qu'on exploite et qui aujourd'hui sont de plus en plus exploitées dans le cadre médical. Et donc du coup, comment est-ce que tout ça s'est exploité? C'est exploité au moyen de caractérisation matériaux. Donc certes, on peut s'intéresser à des matériaux qui sont inertes, mais la caractérisation matériaux, elle a été faite sur des os, sur des tissus mous, on a des lois mécaniques qui sont capables d'expliquer comment un os se déforme, comment un tendon se rompt. Du coup, ces types d'études, elles permettent d'amener à des mécanismes lésionnels, par exemple. Donc, c'est qu'est-ce qui fait que le coureur va avoir une fracture de fatigue, qu'est-ce qui fait que la chaussure ou la semelle va empêcher d'avoir telle douleur en dessous du métal, peu importe. Et comment est-ce qu'on peut développer des outils pour éviter ces mécanismes lésionnels. Et enfin, et c'est surtout ce qui va nous intéresser ici, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir faire interagir la mécanique des structures en mouvement. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer par ordinateur, comment on arrive à anticiper mécaniquement l'impact d'une structure. Et le pied, c'est un très très bon exemple, parce que c'est une structure absolument horrible d'un point de vue complexité. Donc en fait, l'ingénierie biomécanique, globalement, c'est deux objectifs. Le premier, c'est d'être capable de comprendre le vivant, comme on veut comprendre une poutre, comme on veut comprendre un avion, comme on veut comprendre n'importe quel outil, pour la recherche fondamentale. Et après, c'est d'exploiter cette recherche fondamentale dans des applications directement orientées pour les cliniciens, que ce soit des pédagogues, des chirurgiens, etc. Et donc ça, c'est globalement un processus à suivre, c'est comprendre, c'est observer, quantifier, c'est mesurer. On va chercher à passer de simplement l'empirique à la quantification. La modélisation, donc c'est comment est-ce qu'on transforme ces mesures en des lois mathématiques, en des tableaux. Ensuite, comment on les reproduit, donc comment on est capable de recalculer ces phénomènes. Et enfin, pour être capable de ensuite prédire, si on est capable de calculer un phénomène et qu'on est capable de le reproduire, on doit être capable de prédire. Donc moi, le contexte de ma thèse, c'est l'étude du pied, ça a du sens, on est tous là pour ça. Le pied, vous le savez tous, bien mieux que moi, c'est une structure fonctionnelle qui est énorme, c'est des os, des ligaments, des tendons, tout le monde va avoir des variabilités individuelles très différentes de taille, de os, et ça a surtout une fonction qui est cruciale, support, propulsion, marche, équilibre. Et c'est une structure qui est fonctionnelle, et du coup très critique, et qui est très touchée par les pathologies. Et il s'avère que les traitements du pied, c'est toujours des traitements qui sont complexes. On voit bien, même avec les présentations que vous avez pu nous faire, il faut prendre beaucoup de choses en compte, il faut observer, il faut étudier, il faut mettre les choses en parallèle. Et souvent, notamment dans la chirurgie, on a du mal à anticiper l'impact d'un geste chirurgical, essentiellement parce qu'on peut avoir une réorganisation des structures qui sont osseuses, tendineuses, qui vont être différentes d'une personne à une autre, et on va avoir des résultats qui vont être différents sur des cas qui semblent pourtant similaires. Donc l'enjeu, c'est dans l'ingénierie biomécanique et dans mon travail de thèse, c'est d'essayer de passer de cet empirique à la quantification. Comment est-ce qu'on fait usuellement, nous, pour faire ça dans le cadre de la recherche? On utilise ce qu'on appelle des jumeaux.
En fait, un jumeau numérique, c'est une reproduction numérique par ordinateur d'une anatomie d'un patient. Donc ça peut être simplement un os, ça peut être une structure complète, une main, une épaule. Moi, dans mon cas, c'est le pied. Dans votre cas, c'est celui qui vous intéresse le plus. Donc ici, par exemple, c'est une illustration de notre modèle à nous, donc avec tous les os qui sont présents. On va avoir également les ligaments, on va avoir les articulations qui sont définies, on a la peau, on a la chair, on a certains muscles aussi. Et on utilise ce type de... Comment il est généré ce modèle? Il est généré à partir d'imagerie. Donc là, ici, en l'occurrence, c'est un CT scan qui nous a permis de développer un objet 3D. Cet objet 3D, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plein de caractérisations matériaux qui ont été faites sur tous les éléments du pied. C'est des lois mathématiques qu'en fait on implémente dans notre modèle, et c'est comme ça qu'on est capable de dire à l'ordinateur que l'os est beaucoup plus dur que la peau. Ensuite, on définit des plages de mouvement, donc des articulations. Ensuite, on va essayer de faire en sorte de modéliser l'activité médicale, que ce soit une semelle, que ce soit le fait de mettre une cale, le fait de mettre une chaussure différente, ou encore un geste chirurgical. Et enfin, on va appliquer un mouvement, donc la course, le saut, la marche. Et ça nous permet d'obtenir des modèles qui ressemblent à ça, qui, du coup, uniquement par calcul d'ordinateur, reproduisent la marche. Donc ce type de modèle, c'est bien joli. Visuellement, ça nous permet de voir des choses qui sont intéressantes. Ici, là, par exemple, sur la droite, on a un couplage. Voilà. On a un couplage entre une semelle et un pied. Mais surtout, ça nous permet d'acquérir des données qu'on ne peut pas avoir ou difficilement avoir dans la réalité. Les pressions plantaires, je vous accorde qu'on peut les avoir. Par contre, les contraintes osseuses, elles sont un peu plus dures à obtenir. En général, on n'aime pas trop mettre des jauges de force dans les pieds des gens. Et surtout, c'est des types de données qui sont utilisées et qui sont données dans la littérature pour anticiper, par exemple, les fractures de fatigue avec des signes annonciateurs. On peut avoir des trajectoires de centre de pression, ou alors on peut décider de suivre un os et la trajectoire d'un os pendant le temps. Donc, en fait, ça, c'est une base de données pour représenter un patient. Donc l'ambition, et notamment l'ambition de ma thèse, mais aussi l'ambition d'une très grande... l'enjeu, c'est pas vraiment parler de ma thèse, c'est plutôt d'avoir une vision globale de ce qu'est la biologie humaine aujourd'hui. Il y a un très grand pan de la recherche qui est sur le fait de prédire le comportement d'un organe, que ce soit un cœur, un os ou un pied. Et moi, en l'occurrence, c'est l'impact des sollicitations et des modifications anatomiques. Donc moi, le cadre de ma thèse, c'est le cadre le plus restrictif possible, c'est la chirurgie, notamment celle de l'albus valgus, je travaille avec le docteur Schramm à la clinique du pied à Nice, qui développe des nouvelles méthodes. Et aujourd'hui, l'albus valgus, son traitement chirurgical, il est assez controversé. Il y a plus de 140 méthodes différentes, alors que c'est quand même une chirurgie qui est faite depuis un bail. Il n'y a pas de consensus, il y a même jusqu'à, dans certaines études, relève 75% de récidive. Donc il y a du travail, et il y a des choses que, par le calcul, on peut obtenir pour nous aider à mieux anticiper, et notamment à visualiser en amont les critères de récidive, par exemple. Et c'est également le cas, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis en contact avec la société X-Fit, et je suis salariée, c'est que c'est aussi un moyen de valider scientifiquement des outils orthopédiques, que ce soit des semelles orthopédiques, des orthoplasties, des orthèses, que sais-je, en définissant avec les cliniciens des critères de quantifier de performance de semelle. Est-ce que c'est sur un pied plat? Est-ce que c'est l'affaissement de la voûte? Et tout ça par la simulation et l'évaluation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la grande limite des modèles, c'est leur capacité à représenter le réel. La confiance dans les modèles, elle n'est là que si on est capable de dire que notre modèle il représente vraiment notre patient. Parce que si on a un modèle qui est à peu près général et qui représente un pied global, on n'a pas trop envie de tenter la chirurgie dessus. On préfère le connaître un petit peu mieux avant. Et donc, du coup, pour atteindre cet objectif, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore des logiciels qui vous le permettent, c'est que c'est assez compliqué. Et il y a deux objectifs principaux, c'est de personnaliser automatiquement et rapidement un modèle, donc de partir d'un modèle standard pour le transformer en un modèle patient, et ensuite de valider, parce que c'est bien mieux de le transformer, mais il faut quand même être sûr que derrière, il est représentatif. Et donc, du coup, ça, c'est le cœur de ma thèse, et le cœur du travail de recherche qu'on fait aussi ici au laboratoire, et en partenariat avec X-Fit, c'est de développer une méthodologie simple et accessible pour les cliniciens, pour acquérir les données dont nous on a besoin pour transformer notre modèle, la géométrie, la dynamique, je vais vous montrer, et aussi de développer ces méthodes pour que sur des logiciels ou en quelques clics, on ait possibilité d'avoir directement ce modèle en clinique. Donc mon travail, c'est de développer toutes ces méthodes, donc d'abord géométriques. Ça, en fait, on parle de scanners, donc que ce soit des scanners optiques ou des CT scans. On fait des segmentations par ordinateur qui nous permettent d'obtenir des objets 3D. Nous, en parallèle, on a aussi notre modèle standard à nous, donc celui qui fonctionne et qui existe, qui a été développé par le laboratoire depuis beaucoup d'années.
Et à partir de notre objet 3D qu'on a généré, celui-ci, notre cible, et à partir de notre modèle standard, notre source, on peut développer des méthodes, qui s'appellent les méthodes de morphing, pour transformer les géométries, comme on peut le faire sur les filtres dans les applications où on tire sur le visage pour le rallonger ou rétrécir. En fait, c'est un peu le même principe. Mais là, aujourd'hui, c'est automatique et c'est un pied, donc c'est un peu plus chaud. Et donc, du coup, ça permet aujourd'hui, là par exemple, en vert, c'était la source qu'on cherchait à transformer en notre cible, qui était en violette. On voit qu'avant le morphing, on a quand même un sacré paquet de différences. Après le morphing, on arrive à avoir des points qui suivent parfaitement nos courbes. Et ça nous permet de créer des pieds qui sont similaires à quelques millimètres près d'erreur moyenne sur la totalité de la géométrie. Donc ensuite, la deuxième étape, parce que si géométriquement ça ressemble à notre patient, c'est bien, mais s'il se comporte pareil, c'est quand même un peu mieux, surtout si on veut l'opérer après. Et l'un des critères qu'on utilise, parce qu'on peut simuler le statique, la marche, la course, c'est d'avoir les mêmes caractéristiques, soit en marche, soit en course, en fonction de ce qu'on intéresse, notamment dans le cas de traitement sportif. Et pour ça, du coup, là, moi, dans ma thèse, j'ai développé une méthode qui est complètement applicable en clinique et qui utilise simplement une plateforme de pression et 3 GoPro, et qui, en fait, va mesurer à la fois des mesures de pression, donc en statique, en dynamique, et aussi va mesurer les positions, les angles, au moyen de petits marqueurs que notre chirurgien place sur les patients. Donc ces données-là, ça permet de récupérer des données articulaires, ça nous permet de voir si les patients ils ont des limites, s'ils ont des rigidités particulières ou des flexions, ou au contraire s'ils sont très flexibles. Et ça nous permet du coup de rentrer toutes ces données-là en plus dans notre modèle et on donne des couches de précision qui nous permettront à terme de vraiment avoir un modèle qui à la fois est similaire visuellement mais qui aussi sur un test de mise en charge va avoir les mêmes pressions plantaires, va avoir les mêmes déformations osseuses, etc. Enfin, articulaires, pardon, etc. Donc, le cas d'application, comment ça se passe? On travaille sur l'hallux du valgus, comme je l'ai dit, et je travaille donc avec un chirurgien avec lequel j'effectue le recrutement patient. Sur les patients, donc j'ai laissé dans sa clinique tout le matériel pour qu'il puisse acquérir les données en autonomie. Ces données, moi je les récupère, je génère le modèle, je les valide sur les données qu'il m'a données. Ensuite, du coup, ça fait que j'ai un modèle qui est capable déjà rien qu'en l'état de représenter son comportement. Je génère un modèle, je récupère les données du plan chirurgical du chirurgien, donc comment est-ce qu'il a ouvert, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a mis une plaque, quelle ostéotomie, quel angle, etc. Je l'applique par ordinateur. Ensuite, le patient il revient 9 mois après, quand il peut à nouveau mettre le pied par terre, et je valide que je lui fais les mêmes mesures que celles que j'ai fait avant sa chirurgie, et avec ces données-là, on peut valider qu'on a été capable, par le calcul, de prédire ce qui s'est passé. Et donc, une fois qu'on a atteint cette étape-là, on a la preuve de prédictabilité. Et après, on peut commencer à s'amuser, varier les plans, voir comment est-ce que ça aurait pu améliorer certains critères, voir comment ça aurait pu peut-être en réduire. Donc, tout ça, c'est des paramètres qui sont centrales, qui sont nécessaires pour aider les chirurgiens sur certaines prises de décision complexes, ou au contraire sur des chirurgies qui font très très habituellement et pour lesquelles ils n'ont pas forcément un regard neuf. Et donc c'est une base de données qu'on espère le plus utile possible pour eux et qu'on espère pouvoir utiliser pour améliorer le traitement. Mais donc, pourquoi est-ce que je parle de semelle dans tout ça? C'est parce que du coup, ce travail-là, il a aussi un impact pour la société X8. Aujourd'hui, le protocole X8, c'est celui-là, il a un scanner 3D qui permet d'extraire l'empreinte du pied. Donc là, on a des podologues qui font la prise de mesure. Ensuite, sur l'application, ils peuvent créer les semelles entièrement personnalisées, donc c'est-à-dire rajouter tous les éléments de podologie qu'ils souhaitent, et on leur imprime. Nous, l'enjeu, c'est de rajouter une petite case, à moyen long terme, une petite case à ce processus, une case de validation scientifique, où on pourrait, à partir des semelles qui ont été conçues, les tester sur un modèle qui serait similaire au patient, avec le protocole de personnalisation et de création de jumeaux numériques qu'on développe plus tôt. Forcément un peu limité, parce qu'on va pas demander un CT scan à chaque fois pour chaque patient, mais déjà rien que la forme extérieure du pied, ça donne beaucoup d'indices. Et donc après, de pouvoir dire, voilà, les semelles qui ont été faites, elles ont tel critère, telle performance. Vous pourriez avoir tel critère sur tel critère, telle performance si vous changez ça. Et donc ça permettrait d'améliorer encore plus la prise en main et la capacité des semelles à bien fonctionner. Donc je vais passer rapidement là-dessus parce que je vois Michel s'approcher. Ça, il y a déjà une preuve de concept pour avoir une idée. Ces méthodologies, elles sont en cours de développement. Donc là, j'ai terminé toute la partie géométrique.
Il y a toute la partie biomécanique à développer, il y a l'acquisition de données qui est en cours. J'ai un petit peu de thèse encore devant moi. Mais il y a des preuves de concept qui ont été faites, notamment sur la semelle. Ici, ça a été présenté à l'IFAB 2023, l'année dernière, où j'ai fait une petite preuve de la fabrication, de l'application de ce modèle. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un patient pied plat, on lui a scanné son pied, on l'a transformé avec le modèle, d'un point de vue géométrique, et on a changé de critères pour lui donner cet affaissement de la voûte. Donc du coup là, sur la gauche, on avait notre pied qui était sain, avec ici c'est le déroulé, ici on a la trajectoire du centre de pression. Ici c'est le pied plat qu'on a réussi à obtenir, donc on voit qu'il y a beaucoup plus de contact au niveau du médio-pied, un affaissement de voûte et une trajectoire de centre de pression qui évolue. On a couplé la semelle que le podologue avait fait pour lui, pour le patient. Et donc ensuite, on a pu obtenir, après simulation, d'abord d'un point de vue qualitatif, l'impact de la semelle sur le déroulé du pas. Donc en l'occurrence, ici, on voit que la semelle, elle encaisse énormément du poids de la déformation du pied, puisqu'on n'a plus du tout cette déformation au médio-pied au milieu du pied qu'on avait ici, puisqu'elle est complètement encaissée par la semelle. On a aussi une trajectoire du centre de pression qui redevient plus saine. Et enfin, sur des critères un peu plus quantitatifs, parce que là ça reste très qualitatif, si on suit la position de l'os naviculaire qui s'affaisse sur un pied plat, avec la semelle, on arrive à se rendre compte qu'on a 3 mm, on réduit l'affaissement de la voûte au cours du pas, qui est assez important sans la semelle. Donc, en rouge sans la semelle, en violet avec la semelle. Donc là, c'est un exemple de critères. C'était une preuve de concept vraiment au début, mais c'est un exemple des critères qui peuvent être utilisés à terme pour mieux anticiper comment se comportent les semelles et surtout vous aider aussi, vous, à avoir une vision un peu différente de votre métier et aussi anticiper l'impact de ce que vous faites sur vos patients. Et c'est aussi gratifiant de voir que scientifiquement, il y a un backup derrière qui dit elle fonctionne très bien. Donc voilà, l'enjeu final chez XFIT, c'est l'empirique dans la podologie, on le connaît tous, c'est des techniques qui sont manuelles, c'est beaucoup d'expérience podologue et c'est basé beaucoup sur le retour patient. C'est quelque chose qui est nécessaire et qu'il ne faut pas perdre parce que sinon autant le faire par des machines. Mais aujourd'hui, avec la solution qu'on a développée, on peut numériser, donc on peut garder les empreintes de nos patients, on peut numériser les semelles, donc on est capable de les refaire exactement à l'identique, on connaît leur comportement. Et donc, il n'y a plus qu'un pont entre garder l'empirique et la connaissance du podologue qui sera toujours mieux que la machine, et en même temps exploiter ce que le numérique nous propose pour avoir un meilleur outil, pour avoir un meilleur retour scientifique sur les semelles avant même leur production.